Vous voyez, quand on avait décidé de faire ces previews en 3 épisodes, 50 questions, ça commence lundi, on s'est tous dit un truc, Pierre, tout le monde, c'est qu'en fait, si un événement avait lieu durant ces 3 semaines, on n'aurait pas trop d'espace pour en parler, parce que les épisodes vont durer longtemps, enfin, il y a 50 questions en 3 épisodes, ça reste beaucoup, et on n'aurait donc pas d'espace pour traiter d'une actualité chaude. Bien sûr, vu que la NBA ne dort jamais, quelques jours avant le début des previews, c'est même plus un tremblement de terre parce qu'on est en 2017 quand même, mais quand même une sacrée info qui est sortie en ce samedi. Carmelo au Thunder. J'ai avec moi, je sais pas si je peux encore t'appeler le spécialiste français du Thunder. Tu vois, c'est quand même ça demande beaucoup quand même. Ça demande des preuves. Tu vois, je sais pas si tu les as encore, mais Pierre, je vais même pas te lancer de questions là. Faut tout simplement parle. Qu'est-ce que t'as à dire en tant que fan du Thunder sur l'arrivée de Melo? Ouais, déjà, je suis vraiment surpris parce que la Melo Gate, on va dire, ça dure depuis longtemps, trop Ah merci, longtemps, c'est fini. C'est fini, tellement c'est surtout ça longtemps. le plus important. Le Ouais. reste, Et là, genre en début de journée ou fin de journée d'hier, les infos sortent comme quoi Melo pourrait aller au Cavs ou au Thunder, activer sa no trade clause pour partir dans ces équipes-là. Et en une journée, Prestit monte un trade en 2-2. Enfin, je suis vraiment surpris, ça allait super vite. Et puis après, quand tu vois encore une fois ce qu'on envoie contre Melo, euh, voilà. Qu'est-ce que tu veux? On a un 5 maintenant majeur qui va être énorme. Il y a encore des interrogations qui seront assez vite réglées, je pense, mais sur comment ça va jouer ensemble, sur le banc, etc. Mais quand tu peux avoir un joueur comme Melo, même s'il vieillit, etc., contre Cantor, McDermott et un second tour de draft, il faut que tu y envoies, quoi. mais tous les jours. Puis surtout, je veux dire, ils ont profité, on parlera un peu d'Enix, mais je pense qu'ils ont profité du fait que Melo, il a dû mettre le couteau sous la gorge d'Enix. Il a dû clairement dire, et c'est ce qui est sorti, qu'en gros, il irait pas au training camp. Donc quand c'est ça, t'as un peu pas le choix, t'es obligé de le trader. Encore une fois, Presti, il prouve que c'est, je dis souvent, et pour moi c'est le meilleur GM NBA. Enfin, c'est incroyable. Parce que Melo, pour tout ce que je le critique, je reviendrai dessus après, mais en troisième option dans une équipe qui peut défendre, c'est surtout ça qui est important, dans une équipe qui peut défendre. C'est énorme et c'est quand même incroyable. On se disait ça avant d'enregistrer. En gros, quand tu fais l'addition du début à la fin, c'est incroyable. Bah, c'est là que tu te dis que Presti, mais c'est pas possible, comment il peut faire ça? Alors attends, on va essayer de la faire correctement. C'est genre Ibaka, Cameron Payne, Enes Kanter et Geoffrey Lauvergne contre Carmelo Anthony et Paul George. C'est bien ça? Exactement. Et oui, c'est ça. Et en plus, un Ibaka expirant. Bon, Paul George est expirant aussi, tu vois. Mais Paul George expirant et Ibaka expirant, c'est pas le même monde, en fait. Non, puis même Presti, comme là ça sort qu'en fait, enfin j'avais même pas fait gaffe à cette info, mais son nouvel assistant Troy Weaver, en fait c'était celui qui a recruté Melo à Syracuse dans sa fac. Enfin t'as l'impression qu'il contrôle tout. Genre c'est pas une mafia, mais tu te dis il a tout calculé depuis le début quoi. Et c'est vraiment fou ce qu'il peut faire quoi. Et pour ce qui est, t'as dit, des inquiétudes niveau jeu, est-ce qu'on est si inquiet que ça, honnêtement? Je suis pas inquiet pour le 5 majeur, qui je pense va rouler. Même si Melo apportera moins comment dire, de certitude défensive, mais le 5, quand tu regardes sur le papier, t'as de quoi défendre, t'as de quoi attaquer, t'as 3 top joueurs, enfin c'est vraiment pas mal. Et c'est plus sur le banc moi que ça m'inquiète, sachant que ouais, ton vrai backup pivot c'est Takari Johnson quoi. Même si Patrick Patterson pourra sûrement jouer 5 et va sûrement jouer 5, ça reste limité. Puis après comment ça va se goupiller autour de Westbrook aussi, mais ouais, c'est les seules inquiétudes que tu peux avoir. Je pense que Melo en spot-up shooter, peut-être avec un peu moins la balle en moins, sachant qu'il aura moins besoin de l'avoir qu'à New York, ça peut être aussi intéressant. Ouais, c'est ça, c'est juste le seul point négatif côté Thunder, c'est que vous êtes pas très profond. Il y a quoi de joueurs niveau rotation NBA qui peuvent jouer 20 minutes et sans être, en gros, tu peux les faire jouer 20 minutes et t'as pas peur. Il y en a 7. Ouais, Parce qu'après, 7,5, 8 quoi. parce que Kai Singler, pour moi, j'ai peur quand il Ouais, joue. mais après t'aurais quoi
t'aurais Felton en backup de Westbrook sur 10 minutes, 15 minutes grand max. Ce qui est même trop pour Felton en 2017, 2017-2018, mais je te comprends, ouais. Après t'as Abrines et après t'as Jeremy Grant. En gros, et Patterson, pardon, bien sûr, du coup. Mais clairement, enfin, t'en as parlé, Melo en spot-up shooter, presque 42% à 3 points l'année dernière dans cette partie, enfin, dans cette phase de jeu. Et il y en avait pas tellement que ça à New York, parce que voilà, New York, c'était... T'as pas les mêmes joueurs à côté qu'il a maintenant, donc. C'était pas pareil, non, franchement. Après, tu parles du 5, ça va donner, enfin, je pose la question, mais tu vas faire jouer Melo en 4, on est d'accord? Ouais, je pense. Sur le 5 de départ, ça sera Melo en 4, je pense. Et après, à voir sur les rotations. Peut-être la première rotation, Melo aura du temps de jeu en 3 avec Patterson en 4 et Adams. Ou alors il restera 4 et t'auras Patterson en 5. T'as pas mal de line-up que tu peux proposer. Et c'est assez intéressant à ce niveau-là, par contre. Parce que tu peux même proposer un 5 avec Robertson en 3, tu vois, supra small ball si tu veux, avec presque Carmelo en 5 et Paul George en 4, tu vois. Enfin, tu peux faire plein de choses. Ouais, c'est ça que j'aime bien avec vous, c'est qu'en fait, vous avez compris et vous êtes en train de devenir une équipe qui s'adapte, qui est adaptable, et c'est super important en fait. On parle tout le temps des Warriors, mais même sans parler tout le temps d'eux, Melo en 4, je suis d'accord, c'est bien. Et on parle souvent de Melo en 4, mais faut se rendre compte que la dernière saison où Melo a joué plus souvent en 3, en 4 qu'en 3, c'était en 2013-2014 en fait. C'est vrai. Donc Melo, c'est à cause ou grâce à l'arrivée de Porzingis et comment New York, l'effectif de New York, il a pas tellement joué en 4, donc ça sera intéressant. Alors on nous parlera de la défense, oui, mais en saison régulière, clairement, cette équipe-là, on a fait un podcast sur les Spurs. J'avais mis les Rockets comme danger. Là maintenant, il y a 2 dangers et 2 vrais dangers. Ah bah là, niveau talent, maintenant, on est pour moi au-dessus des Spurs et peut-être même au-dessus des Rockets. Je pense, ça serait pas infâme de dire ça, mais à voir comment ça s'organise. Tu vois, avec Westbrook pas du tout dans le même rôle que l'année dernière. Avec PG et Melo qui arrivent, c'est quand même pas du tout pareil non plus, c'est pas la même équipe. Il va falloir travailler avant, mais niveau talent, niveau plafond, ça peut être monstrueux quoi. Ouais je sais pas encore, je vais attendre d'avoir le recul, mais c'est clair que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, et surtout, on parle de l'adaptation et tout, mais quand je regarde votre calendrier, premier match contre les Knicks, forcément. Celui-là il est marrant. Ensuite vous allez au Jazz. C'est toujours difficile de jouer à Utah, mais Utah sera meurtri. Ensuite il y a les Timberwolves, ok, plus dur, mais les Pacers à votre portée. Il y a encore contre les Timberwolves match direct, mais autrement vous jouez les Bulls et vous jouez les Bucks. Donc sur les 5-6 premiers matchs, tu vois, ça va à la rigueur. Je trouve que ça passe. Bon, bien sûr, il faut pas 5-6 matchs, mais vous avez pas un début où quand les mecs vont commencer à jouer ensemble, parce que Melo il va arriver pour les training camps, mais il y aurait jamais eu de vécu vraiment ensemble. Ouais. Ça va. C'est des premiers matchs où tu peux te mettre en jambes. Et au bout d'un moment, moi, je trouve que chaque fois qu'il y a une association de stars, on se demande, et à chaque fois, ça marche. Dans la plupart des cas, ça marche. Alors, faut arrêter d'avoir peur, je pense, au bout d'un moment. Ouais, en plus, même si t'as pas de vécu collectif, Westbrook, Melo et Paul George ont fait Team USA. Ils étaient encore en train de jouer cet été sur les playgrounds, etc. Je pense qu'ils sont en contact depuis longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que Melo, je pense en partie que Melo a choisi Oklahoma, c'est parce que Westbrook et Paul George ont fait un peu le forcing pour qu'ils viennent, etc. Un peu comme les Warriors avaient fait avec Kevin Durant. Donc ouais, voilà, c'est intéressant le groupe qui est en train de monter. Et puis ça fait un petit clin d'œil à tous ceux qui disaient que personne voulait jouer avec Russell Westbrook. Moi, ça me fait plaisir. Là, c'est le cœur qui parle, là. Ah bah là, ouais, mais quand tu vois personne, même des journalistes américains qui disent personne veut jouer avec Westbrook, etc. L'été, t'as Paul George et Carmelo qui viennent. Donc, parce que Carmelo, c'est un choix, là, pour le coup. C'est vraiment un choix. Et par rapport à Westbrook, justement, Westbrook, c'est le seul joueur, sûrement le seul, on n'a pas toutes les infos sur tout le monde, mais probablement, qui a eu ce contrat super max sur la table et qui l'a pas signé, parce que les John Wall l'a signé, Stephen Curry l'a signé.
qu'est-ce que ça change pour lui? Moi, je serais tenté de dire que ça lui met un petit peu encore plus la pression, parce que là, il n'y a pas d'excuse. Là, l'argument qu'on sortait il y a un an, comme quoi il pourrait partir parce que l'équipe n'aurait pas le niveau, ou comme quoi ça serait le seul joueur intéressant, Dixit Kevin Durant sur Twitter. Bah là maintenant t'as Paul George, t'as ce que je considère moi comme un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, t'as Melo qui, je suis le premier à être dur sur Melo, mais dans une équipe qui peut défendre, je le rappelle, où il y aura pas, ces problèmes défensifs ne seront pas mis en exergue, ça va, enfin il n'y a pas d'excuse. Il y a Steven Adams qui est un très bon pivot, et André, enfin il y a du monde, et ça manque peut-être un peu de banc, mais enfin faut arrêter d'en demander trop là. Qu'est-ce que tu penses que ça change pour ton joueur préféré, quoi? Je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir. Tu peux te dire que vu tous les mouvements qui ont été faits pour que l'équipe soit compétitive, ça prouve à Westbrook qu'à Oklahoma il sera toujours bien entouré, etc. Donc ça le pousse à signer. Mais vu comment l'effectif est maintenant structuré, dans un an, il peut n'y avoir plus personne. Donc tu peux aussi te dire que on abandonne l'extension pour l'instant et on voit tout ce qui se passe dans un an. Et dans un an, soit on repart de zéro, soit on essaie de re-signer tous les mecs, soit on... Voilà, tu vois. Parce que on rappelle, Westbrook, il a une player option l'année prochaine, 30 millions. PG, player option aussi, 20 millions. Et c'est aussi le cas de Melo à 27 millions. C'est-à-dire qu'on peut, dans un an, là, dans un scénario catastrophe, on peut reparler d'un Thunder sans Westbrook, sans Paul George et sans Carmelo Anthony. Ce qui moi, ce que je trouve intéressant, parce que vous avez libéré de l'argent avec Kanter. Kanter, il avait une option à 18 millions, lui aussi, pour pas cette année, mais 2018-2019. Et il allait la prendre, parce que personne n'allait lui offrir ça sur le marché, et il adorait Oklahoma City. Vous êtes aussi débarrassé d'Oladipo. Vraiment, si dans un an, si dans le cas de figure où ça se passe pas trop bien, vous vous retrouvez avec des finances super saines. Et ça, je trouve ça super intéressant. Tu peux repartir sans contrat vraiment embêtant. Bon, t'as Steven Adams qui est un peu cher payé, mais tu peux entamer une reconstruction saine. Et ça, je trouve, c'est toute l'intelligence de Presti. Ouais, sachant que t'as pas perdu non plus de tour de draft important, on va dire, et que ouais, il te restera vraiment des jeunes joueurs parce que l'équipe d'Oklahoma reste jeune, et t'as tes contrats un peu empoisonnés, tu les as plus, quoi. Donc c'est vraiment cool. Et le contrat d'Adams, même s'il a signé un gros contrat, et que sa saison dernière était un peu en demi-teinte, je pense que l'année prochaine, on en a parlé, il sera mieux dans cet effectif que dans celui de l'année dernière. Parce qu'il aura plus d'espace, parce qu'il aura peut-être moins de responsabilités offensives, donc il sera peut-être quatrième option, et il est quatrième. Ouais, du coup il aura plus d'espace dans la raquette pour jouer, pour aller au alley-oop, etc. Il sera plus concentré sur du rebond. Et ça sera beaucoup plus intéressant pour lui, je pense. Et on verra qu'il est quand même capable de jouer, à mon avis. Ouais, parce que l'expérience, sans critiquer, mais l'expérience Steven Adams, avec un rôle plus important en attaque, ça n'a pas été super. On a vu, il a pris 8 tirs par match l'année dernière, c'est 3 de plus que l'année d'avant. Et voilà, il a prouvé que c'était un bon soldat, c'est un bon joueur c'est un bon pivot titulaire NBA, mais c'est pas un mec qui te plante 15 points tous les soirs. Ouais, c'est exactement ça. Et après, par rapport à Enes Kanter, c'était l'un des gars préférés de la communauté à Oklahoma City, parce qu'il était super gentil, il défendait tout le temps la franchise, il défendait tout le temps ses coéquipiers. C'était un premier à rentrer, à commenter les propos de Kevin Durant et à défendre tous les autres. Mais faut pas oublier que l'année dernière en playoff, il a pas pu jouer parce qu'il pouvait pas défendre contre les Rockets. Faut pas oublier que contre les Warriors, il peut pas jouer non plus, et qu'il était en défense, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Il apportait au niveau du scoring parce qu'il avait un talent poste bas et au shoot à mi-distance, mais défensivement, il pouvait pas t'apporter. Alors c'était un très bon backup pivot, mais faut pas non plus se plaindre de sa perte comme si c'était Westbrook ou autre, quoi. Et McDermott, c'est pareil, il a jamais vraiment réussi à s'intégrer dans le système d'Oklahoma City. Donc voilà, c'est pas des grosses pertes, on va dire. McDermott, le seul petit point qu'on peut, même s'il a jamais, réussi à s'imposer comme le shooter que c'était à l'université, c'est peut-être qu'il vous manque. Paul George peut mettre des tirs, Melo peut mettre des tirs, mais il vous manque cette espèce de mec que tu t'écartes sur un côté et il fait juste empiler les tirs, quoi. Faut parce que Kai Singler,
c'est ce que Kai Singler espérait être dans le plus beau de ses rêves, quoi, mais qui n'est pas, en fait. C'est que Abrines qui peut adopter ce profil-là, en fait. Et qui, je pense, va tendre là-dedans, alors à voir s'il est capable de vraiment être régulier, de vraiment sanctionner avec 3-4 points par soir, ça serait déjà exceptionnel. Donc, à voir à ce niveau-là, parce que c'est un jeune joueur. Mais c'est vrai que, bah, comme tu as dit, niveau du banc, niveau shooting du banc, on va être limité. Après, c'est juste... encore une fois, c'est un anglicisme, mais les Américains, ils parlent de nitpicking. Enfin, c'est vraiment trouver les petites failles, parce que je suis désolé, mais l'échange, même d'un point de vue purement financier, l'échange, il est intéressant. Je veux dire, je vois pas ce qu'on peut dire. C'est vraiment une super pioche. Et encore une fois, on en parle, mais Presti, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je suis devant les stats de Steven Adams. En rollman, il a presque 1.10. Ce qui est vraiment super intéressant. Surtout en point de vue l'année dernière. Ouais, l'année dernière avec le non-space ball du Thunder, là, c'est génial. Enfin, franchement, on n'ose pas le dire, mais ça ressemble à une équipe qui s'affirme comme un potentiel, la potentielle deuxième équipe de l'Ouest, quoi. Ouais. Et puis, après, si tu pars, vraiment, si tu te focalises sur les Warriors ou même les Rockets, on a maintenant un profil beaucoup plus adapté à ces équipes-là. Pour contrer le small ball ou pour contrer la def line-up des Warriors, maintenant on est, je pense, mieux équipé pour faire ça. Même j'ai vu sur Twitter là, que ce soit les spécialistes des Warriors ou du Thunder, qui essayaient de comparer les 5 qui pouvaient défendre sur qui. Enfin, forcément tu compares aux Warriors, mais c'est assez intéressant, ça devient assez intéressant les deux line-up l'un contre l'autre, vraiment. Même si, je le répète, moi je pense que maintenant les Warriors, ils sont arrivés à un tel niveau que comparer une équipe à eux, limite, c'est une erreur. Mais clairement, on parlait du 5 small ball des Spurs. Le 5 small ball où Russell Westbrook, Robertson, Paul George, Melo, et je sais pas si tu mets Patrick Patterson, enfin, ou même si tu laisses Adams, c'est lourd, quoi. Après, moi, ce que je me demande, c'est, on parlait d'OKC comme une équipe potentiellement défensive. Ils ont ajouté Melo. Je pense que Russell Westbrook, il va devoir se remettre à défendre. Et puis, être un passager clandestin en défense comme il a été l'année dernière. Parce que ça sera pas possible. Bah, on parlait d'une équipe défensive parce que t'as vraiment 5 joueurs athlétiques capables de switcher, etc. Ce qui est un peu moins le cas avec Melo. Et par rapport à Westbrook, en fait, c'est pas qu'il est pas capable, c'est juste qu'il le faisait pas. Il veut pas. Ouais, voilà. Il veut pas. Et parce que l'année dernière, j'ai pas eu trouvé d'excuses, mais vu ce qu'il devait produire en attaque et ce qu'il devait produire tout le match pour tenir son équipe à bout de bras, tu pouvais pas lui demander de défendre comme un chien pendant 35 minutes, c'était pas possible. Donc là, je pense, il faut qu'il s'y remette, vraiment. Et voilà, c'est... Après, le potentiel de l'équipe, il est, même défensif, il est quand même assez élevé, hein. Quand t'as Paul George et Robertson sur les ailes pour défendre, Adams aussi, qui est loin d'être un peintre en défense, c'est pareil. Voilà, tu peux espérer d'avoir une vraie bonne défense aussi, quoi. Non, clairement, c'est un super trade, et ça peut sembler paradoxal que ce soit moi qui dise ça vu que je détruis Melo, mais je répète encore, mes craintes à propos de Melo, ça s'inscrivait dans... Par exemple, on parlait de lui aux Rockets, et moi, ce dont j'avais peur, c'est aux Rockets, l'équipe est pas spécialement connue pour sa défense fantastique. Et rajouter Melo, là, il y a bien sûr encore une fois les questions d'ego sur ça, je veux pas me pencher parce que on n'a aucune prise là-dessus. Mais je pense pas que Westbrook, enfin, tu peux pas demander à un mec de venir jouer avec toi si t'es pas prêt à partager la balle et à faire des sacrifices. Ouais. Voilà. À un moment donné, je me dis, si les mecs voulaient vraiment faire leur truc dans leur coin, que ce soit Paul George ou Westbrook, ils ne demandent pas à Melo de venir, ils le savent très bien. Puis après, est-ce qu'ils ont pas demandé à Melo de venir parce qu'ils se sont dit c'est un petit peu la mode actuellement, il nous faut un troisième Gugus, et Melo c'était ce qu'il y avait sur le marché. Ouais, mais bon, après c'est ouais, non, là... je suis dur là. Parce que même avec que les deux, tu vois, ils commençaient d'être classés haut, etc. Faut pas oublier que même avant que Melo arrive, on était dans la plupart des prévisions dans le top 4, quoi, de l'Ouest. Donc c'est pas comme si tu partais de super loin et qu'il fallait absolument un gars pour step up, quoi.
Et vraiment, pour ce qui est de l'Ouest, il y a vraiment un palier qui se crée entre les, enfin, j'allais dire les 4 premiers, entre la première équipe, les Warriors, 2, 3, 4, Rockets, Spurs, Thunder, quel que soit l'ordre. Et d'ailleurs, je l'ai fait dans l'ordre alphabétique sans faire exprès, ce qui est quand même une performance. Hein. Et le reste, quoi. Quelle que soit l'équipe que tu veuilles bien mettre 5, que ce soit les Nuggets, comme je peux le voir, ou les Wolves, c'est largement en dessous, tu vois. Il y a vraiment un palier très clair. Et non, c'est intéressant. Moi, contrairement au chantre de l'équilibre et tout, moi, je suis content qu'il y a des super équipes qui se créent à tout va, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Et là, enfin, bon, après, dire que c'est une super équipe, c'est un peu exagéré, vu que Melo, ça reste Melo. Mais en troisième option, comme tu l'as dit, spot-up, j'ai peut-être un peu de mal. Il y aura toujours un problème pour un mec qui tienne la balle vraiment, parce que Paul George peut se débrouiller avec le ballon, mais j'ai peur de voir contre Westbrook sortir du terrain. Ça sera peut-être le point où ça serait intéressant de voir ça. Parce que l'année dernière, c'était un petit peu cataclysmique hein, quand il sortait du terrain. À voir, mais autrement, clairement, enfin, voilà, t'as Melo contre un pivot qui est intéressant, mais c'est un pivot backup, Enes Kanter qui a des grosses faiblesses contre McDermott, qui ne s'est jamais vraiment intégré et qui s'est pas intégré à la NBA tout court, enfin sans être dur. Et un second tour de draft, second tour de draft, c'est voilà, c'est juste pour dire quoi. Donc on a récupéré Chicago, quoi, c'est une petite monnaie comme ça, alors d'autres. Non mais Chicago. Non mais après voilà, que ça soit Kanter. Après ça reste un trade quoi, tu vois. Quand tu vois que Kanter était en train de faire un périscope avec des gamins à son camp ou un truc, et qu'il est tradé à ce moment-là, c'est toujours dur. Sauf que lui, voilà, il était aimé, mais à un moment donné, voilà, c'est un business et les joueurs, on le voit de plus en plus cet été quoi. C'est vraiment, que ce soit avec Isaiah Thomas ou avec d'autres joueurs, tu le vois cet été. Et puis après la conférence Est quoi. La conférence Est qui perd encore en All-Star. Et au passage, ça, j'ai lu ça juste comme ça pour déverser ma haine et me faire encore plus d'amis parmi les fans celtes. Je te l'ai dit avant, là, j'ai lu sur Twitter des fans des Celtics qui expliquaient « Ah oui, mais là, on critique pas parce que, en fait, c'est la même idée de trader un joueur que la fanbase aime, sauf que c'est pas du tout le même délire, parce que ce qu'on a reproché et ce que je reproche aussi à Boston, c'est de trader le mec qui les a remis... sur la carte, comme disent les Américains. Là, on parle de Kanter qui est ok, il est aimé, mais c'est un peu comme si, alors, c'est un gros trait, hein, parce que Kanter est meilleur, mais c'est un peu comme si les Pacers tradaient Lance Stephenson. Ok, t'as perdu la mascotte, mais voilà, c'est pas un joueur qui change le visage de ta franchise. Non, vraiment, dans cette réaction quelques heures, oui, après le transfert de Melo, bah, bravo au Thunder qui Presti, c'est vraiment incroyable. Et moi je dis vraiment pour l'année prochaine, c'est parfait parce que tu te laisses vraiment une place pour prendre LeBron James, ce qui est ma nouvelle théorie. Tu peux rigoler. Donc après un an de lobbying Blake Griffin MVP, ma nouvelle théorie que je vous ai exposée il y a plusieurs semaines, c'est que LeBron James va aller à Oklahoma City. Les gens peuvent dire que je dis n'importe quoi dans les commentaires, allez-y, mais c'est ma nouvelle théorie. Illuminati, tu vois. Non mais je sais pas. Je peux te dire que si j'achète le maillot le jour même, mais vraiment. Par contre, je te l'annonce direct. Non mais c'est ma théorie folle / Illuminati / buzz sur Twitter / je vais battre Kevin Durant avec son ancienne franchise. Ce qui serait quand même le troll absolu. Hein. Ah, ça serait exceptionnel. Si tu gardes Westbrook, tu mets LeBron à Oklahoma City, tu vas battre les Warriors de Durant. Ça serait ce serait le plus beau jour de ma vie, je crois. Ce serait vraiment exceptionnel. Mais ouais, enfin, faut en venir au trade, vraiment, bravo. Le 5, j'avoue, quelques petits doutes sur. T'as raison, peut-être le poste 5 d'Akari Johnson. Bon, en plus d'Akari Johnson, dans les 5 où tu vas jouer vite quand tu auras pas Melo, Dakari Johnson, il est aussi rapide que j'ai pas de comparaison là, mais d'une tortue. Oui, c'est un vrai poste 5. C'est un bon gros lourd, enfin un bon gros bébé lent. Et c'est pour ça que moi, dès qu'on a eu le trade, je suis allé chercher voir quel free agent il y avait encore au poste 5 et que je t'ai envoyé une liste. C'est juste pour ça. Et qui est pas ronflante, quoi. Qui est pas folle. Après, on a oublié de le citer, mais il y a aussi le rookie Terrence Ferguson que j'aimais bien,
qui peut être le fameux shooter dont on n'a pas parlé. Bon, je pense pas qu'il y soit dès sa saison rookie, mais Oui, ça peut presque être pas lui, mal. presque une promotion en interne lui aussi, tu vois. Lui, je pense qu'il doit être content du trade parce que ça lui libère presque un poste sur le banc ou autre. Donc à voir aussi ce qu'il peut proposer. Puis on l'a redit, mais au niveau des ailes, on sait que la NBA maintenant s'est tournée vers l'aile. George, Robertson, Melo, voilà. Ce trio d'ailier, plutôt pas mal, même si Robertson, comme tu l'as dit, va sûrement jouer en deux. Rapidement pour les Knicks, plusieurs journalistes américains, ils ont dit qu'ils auraient limite mieux fait de le couper, Melo. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je peux comprendre ce point de vue-là parce que en amenant le gros contrat de Kanter, tu te blindes au poste 5, mais tu te blindes, il y a 4 joueurs et ils coûtent super cher les 4 quasiment. Donc L'année prochaine, ça sera Noah à 10, cette année quoi. Noah à 17-7, tu as Kanter à 17-8 et tu as Kylo Quinn à 4 millions. Enfin... Et sachant que ta solution ultime et ton objectif c'est de faire jouer Porzingis en 5 un jour. Enfin pour moi. Donc c'est assez stupide à ce niveau-là. Après Melo, il fallait le trader. Ça m'étonne qu'ils aient pas eu mieux que ça quand même en proposition. Ça veut dire aussi, ça veut tout dire sur. On est content pour OKC et tout, et moi le premier, mais ça veut aussi tout dire sur la valeur de Melo. Après, je pense que les autres équipes ont voulu arnaquer les Knicks, pour être honnête, parce que ils ont dû voir la situation comme elle était, quoi, que Melo voulait pas rester, et du coup, quand tu sais que la personne qui négocie en face de toi, elle a aucune marge de manœuvre, bah t'essayes d'en profiter. Après là aussi, c'est aussi des Kanter reste pas si vieux que ça, McDermott contrat expirant aussi. Ouais, mais bon après c'est les Knicks quoi. Qu'est-ce que tu veux que... Enfin je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on... Enfin, c'est les Knicks, on est plus surpris de rien à chaque fois, à chaque trade quoi. T'es content quand ils font des bons choix de draft et puis voilà. Après le second tour, si c'est le second tour de Chicago, il faudra voir s'il est protégé, parce que s'il est pas protégé, c'est limite un premier tour de facto. Hein. Parce que vu à quoi va ressembler quoi va ressembler Chicago, c'est une fin de premier. En gros, il sera entre 30 et 35, c'est pratiquement sûr. Donc ça peut être intéressant. Après, ce qu'il fallait le couper. Je sais pas, ça ferait vraiment déjà que... ça ferait une fin vraiment là tu vois, c'est la fin dans tous les cas, c'est une fin moche pour Melo. Son retour, on avait fait vraiment, il y avait une hype, mais le trader ça aurait été vraiment dur. Enfin ça aurait été vraiment embêtant. Mais après je reviens là-dessus, vraiment ce second choix de draft, quand Chicago l'avait envoyé sans le protéger, ce qui est quand même génial. Si OKC, et je pense pas que OKC va mettre une protection, ça peut être c'est entre 30 et 35 et ça peut être super intéressant. Bon après au final l'expérience Melo à New York, ça a été... Il faudra faire une émission là-dessus, mais c'est un peu comme une saga où une trilogie où le premier épisode est bien et en fait après ils font juste une suite pour faire de l'argent quoi. C'est un peu dramatique. Bah t'as eu presque autant de tours de playoff que de polémiques, donc déjà... T'en as eu plus même de polémiques. C'est possible, oui. Mais c'est triste. Après, les fautes sont partagées. Melo, il a peut-être pas été parfait, mais il est tombé sur la franchise la plus dysfonctionnelle de la période avec les Kings. Enfin, c'est une blague intégrale, c'est Knicks. Et après... C'est une anecdote un peu bête, mais Melo il peut aller à Oklahoma City, parce que je pense qu'il est plus avec sa femme aussi, non? Parce que je pense que Lala lui aurait dit non, tu vas pas à Oklahoma, c'est mort. C'est pas une anecdote bête, c'est un élément très important que j'avais pas pris en compte. C'est vrai, hein, non, sans blague, on sait que son ex-femme maintenant, Lala, d'ailleurs Melo, t'as pas été très classe sur le coup, hein, vu ce qu'on a appris. On sait que elle est très investie dans le milieu de la mode, et le milieu de la mode à Oklahoma City, c'est pas... elle est avec Russell Westbrook, quoi. C'est juste, oui, tu vois, oui. C'est que Russell Westbrook, la mode à Oklahoma. C'est tout. Autrement, c'est la vie de fermier, la mode à Oklahoma, tu vois, donc... Apparemment, c'était la moustache et... la moustache et mais c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte.
Oui, bah parce parce qu'avant, elle sait voulait que pas qu'il aille n'importe où, déjà, donc... et elle avait une vraie influence. Hein. C'est pas juste du gossip. Hein. Elle avait une vraie influence. Donc là, je pense que oui, Melo. C'est vrai que Melo, là, il a. Je pensais par contre à Enes Kanter. Enes Kanter, faut savoir que là, il avait quand même connu dans sa carrière NBA que Utah et Oklahoma City. Ça va lui faire bizarre New York, je pense. Bah après, est-ce qu'il va être titulaire ou pas? Ça peut peut-être lui... je sais pas. Il va pas être bien loin, hein, parce Ouais. que dans un monde parfait, Kylo Quinn que j'adore, je le trouve vraiment intéressant, jouerait avec Porzi. Mais le monde n'est pas parfait. Joachim Noah, je pense que tout le monde a compris. Donc ouais, Kanter va peut-être pas être bien loin. Ça serait intéressant pour voir si Porzi peut vraiment se transformer en cette arme défensive. Parce que là, il va être obligé de faire du taf, hein, s'il a Kanter à côté de lui. Et ça pourra un peu le délester en attaque et mettre un poste 5 à l'ancienne avec lui, ça peut lui permettre de s'écarter. Donc pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. À voir, ouais, c'est sûr qu'après avoir vécu Utah et Oklahoma comme organisation, quand tu vas arriver à New York, ça va être compliqué. Tu vas comprendre que t'étais pas si mal loti que ça, non. T'es tombé dans des dans des organisations très classes. Et d'ailleurs, on l'a même pas cité, c'est une grosse erreur, mais il y a aussi William Hernan Gomez. Enfin, il y a du monde en 5 en fait. Oui. Du monde, on l'a complètement zappé, alors qu'il a alors que c'est peut-être lui le plus gros prospect à son poste et celui qui aura le plus de temps. Oui. Et qui a que 23 ans, donc ouais, ça fait combien? Mais ça en fait combien si on prend Hernan Gomez, maintenant Kanter, O'Quinn, Noah. En fait, j'aurais envie de dire aux Knicks de bouger, mais c'est les Knicks, donc ils vont trouver un moyen de bouger et de me faire une catastrophe. Donc ils vont te ramener deux autres pivots. Donc, après, c'est quand même ouf de se dire que c'est ce qu'ils ont obtenu de mieux pour Melo, quoi. Mais bon, on va se quitter là-dessus, je pense. On a fait une bonne trentaine de minutes. Je viens de voir que Enes Kanter venait de faire une vidéo d'adieu à Oklahoma. Il a appelé ça Oklahoma. Et apparemment, il aurait dit Please beat the Warriors for me. Ce qui est assez exceptionnel. Ce qui, moi, me fait vraiment rire. Et franchement, ça va être le seul. Quand il y aura New York Warriors, ça va être le seul mec qui va être motivé comme jamais, je pense, Kanter. Quand il va jouer à l'Oracle, il va être motivé à mort. Il y a vraiment surtout, je pense, en plus, après cette affaire des tweets de KD, je pense qu'il y a une haine, mais profonde de Kanter. Lui, il le joue pas. Je pense vraiment il peut pas les saquer. C'est le seul qui a vraiment trash-talké Kevin Durant sur le premier. Là, il a encore défendu quand Durant est sorti. Je pense qu'il a une vraie haine envers Kevin Durant, notamment. Et quand Robertson avait fait un match cet été avec Durant, il y avait plein de joueurs NBA. Et quand il est revenu, apparemment, un joueur d'Oklahoma lui a dit, si t'as une photo avec Kevin Durant, c'est pas la peine de revenir à Oklahoma. Tu peux soupçonner que c'est lui. On peut, sans être Hercule Poirot, on peut penser que... Tu vois, donc juste pour ça aussi, il va me manquer moi un peu aussi. Parce qu'il était quand même... C'est un personnage. Ouais, c'est un personnage, c'est un vrai personnage. Mais avoir Melo à sa place, c'est quand même mieux, quoi. Voilà. Ça sera un peu ça sera la conclusion, quoi. Oui, c'est un peu comme si les Warriors disaient, ah, j'aimais bien Harrison Barnes. Ouais, mais bon, on a KD à la place. Ouais, bon, d'accord. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, faut être rationnel et c'est encore une fois Prestige. Faut que je fasse un article sur Prestige pour montrer à quel point c'est un GM pour lequel on parle toujours du move de James Harden, mais qui en fait réalise des coups constamment. Là, il a réussi à offrir une perspective sur le court terme et le long terme à son équipe. Perspective. Il s'est libéré. Ouais, voilà. Enfin, sur le long terme, il s'est libéré de la place, ce qui est très important. Une potentielle reconstruction. Et qui, moi, me fait pas si peur que ça, vu le front office qu'on a, ça me fait pas si peur que ça. Ah oui, c'est sûr que c'est pas pareil que les Bulls, quoi. Tu vois, je comprends les supporters des Bulls, ils étaient pas dans le même mood. C'était pas pareil. Et bien, sur ce, nous, on va se quitter. N'hésitez pas, ça fait bizarre de dire ça, je suis pas encore habitué à laisser des commentaires sous la vidéo. Voilà votre avis sur Melo. Peut-être certains nous trouveront trop dithyrambiques. C'est peut-être vrai, mais faut aussi voir ce qu'était, quand c'est un échange, faut voir ce que tu perds et ce que tu gagnes. Il faut aussi voir ce qu'était Enes Kanter dans l'addition et ce qu'était même Doug McDermott dont on parle presque pas, mais
Clairement, c'est une super pioche pour OKC. En fait, je pense que les gens qui sont contre, ils seront pas de notre avis sur la future reconstruction et ils veulent pas que tu repartes de zéro, je pense. Peut-être, oui. Et ils voient aussi que le Thunder, pour une première fois de l'histoire, va payer une méga luxury tax. C'est sûr que là, niveau financier, en fait, c'est peut-être le seul perdant en fait dans toute la transaction, c'est